Voilà, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus, chers aimants téléspectateurs. Nous sommes encore là pour le compte de cette émission Self Politique que vous avez l'habitude de suivre sur Conférence Télévision ainsi que sur notre compte YouTube. Nous sommes encore là pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, Joseph Kabila Kabange s'est fait au moins 22 ans depuis qu'il a eu le pouvoir en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est le 26 janvier 2023. Quel est le bilan de Joseph Kabila Kabange depuis qu'il a dirigé la République démocratique du Congo et jusqu'à nos jours? Nous allons aussi parler du bilan de Félix Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez bien, il a pris le pouvoir officiellement depuis le 24 janvier 2019. Jour pour jour, ça fait 4 ans. Est-ce que Félix Tshisekedi a réalisé ses promesses? Est-ce qu'aujourd'hui la population se recouvre aux actions de Félix Tshisekedi? On en parle au cours de cette émission et aussi sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Les enrôlements sont déjà en cours. Il y a certains qui pensent qu'il fallait encore retarder le processus électoral. Il y a ceux qui pensent que nous devons aller avec des élections jusqu'en décembre 2023. Nous sommes ici sur ce plateau avec M. Christopher Ngoyi. Il est coordonnateur de la société civile en République démocratique du Congo. Nous pensons qu'il sera à l'auteur de répondre à nos différentes préoccupations. Bienvenue à vous. Merci. Monsieur Christopher Ngoyi, vous dirigez la société civile en République démocratique du Congo. Une société civile qui, on dit, qui est à la merci du pouvoir en place. C'est-à-dire? Vous êtes au service de ceux qui dirigent. Je suis au service du peuple, parce que la société civile, d'abord, il faut comprendre c'est quoi. D'aucuns disent que c'est le peuple organisé. Au-delà de ça, c'est le peuple dans sa configuration naturelle, à l'état naturel. Et c'est le peuple, le même peuple qu'on appelle, qui est consacré dans notre constitution comme souverain primaire. C'est ce peuple-là qui fait que l'État puisse exister. Et l'État, c'est la société civile à un degré élevé d'organisation, c'est-à-dire avec une constitution, avec des lois, avec des institutions. Et c'est cela qu'il faut comprendre comme état de la société civile. Et l'État fonctionne à travers les institutions. Et lorsque nous qui sommes ou qui organisons le souverain primaire, qui l'éclairons, qui les guidons, ce que le souverain primaire vise, c'est d'abord son intérêt supérieur. La société civile organise la vie. Et tout le monde, chacun de nous aspire à une bonne vie, à une très longue espérance de vie. Et lorsqu'il y a des acteurs qui posent les actes, qui concourent à la concrétisation de cette vision, eh bien, nous composons avec eux. Lorsqu'il y a ceux qui vont à l'encontre de ça, nous nous opposons. Et nous dire que si à un moment on compose avec le pouvoir, lorsqu'il évolue dans cette direction, eh bien j'assume que oui, là nous accompagnons. Et je peux vous dire, donner un exemple, lorsque le pays fut agressé, à l'époque de M. Kabila, il y avait le RCD Goma et tout ça, le pays était divisé. Nous passions très souvent sur la RTNC2, dans l'émission Forum des médias. Et nous soutenions le pouvoir qui était en place. Pourquoi? Parce qu'il luttait contre des rebelles. Et je peux vous dire que, au-delà de ce soutien qui est républicain, je n'ai jamais eu d'acquaintance avec M. Kabila, bien au contraire. C'est pour vous dire que tous ceux qui vont dans le sens où que le peuple veut, où il a ses intérêts, eh bien, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, nous composons avec eux. Aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés civiles. Comment Il n'y a pas plusieurs sociétés civiles. Il y a plusieurs courants de la société civile. La société civile, je vous ai dit que c'est l'ensemble. C'est cet ensemble-là. Et tous, nous avons les prétentions d'aider ou de guider le peuple, d'aucuns dans des thématiques purement civiles, d'autres dans des thématiques politiques. Et là, j'aimerais souligner que la politique, c'est une thématique par excellence de la société civile. Il y a ceux qui pensent qu'il y a aujourd'hui la société civile de l'opposition et de la majorité. Non, nous disons que les organisations de la société civile, tout comme les acteurs, sont d'abord complémentaires. Ils peuvent être concurrents et voire même opposés, c'est-à-dire antagonistes, du point de vue de la friction des idées. Parce que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Et tout cela s'est fait selon le paradigme tel que nous disons souvent,
le paradigme dialogique de changement. Le changement s'opère par des faits qui découlent de l'affrontement des idées. Et le tout voudrait que ces acteurs-là, nous demeurons partenaires. Nous sommes co-responsables. S'il y a des choses qui arrivent dans le pays, ça nous concerne, nous tous. On n'allait pas dire non, moi j'étais observateur, et puis non. Nous sommes tous responsables. Et nous sommes partenaires, nous sommes co-responsables, et voilà. Nous allons parler sur Joseph Kabila Kabange pendant moins quelques minutes. Le 26 janvier 2001. C'est ça l'objet de l'émission? Non, c'est pas l'objet. Ah, d'accord. On parle quand même sur ça. Je pose 2 ou 3 questions sur ça. Oui. 26 janvier 2001, 26 janvier 2023, ça fait presque plus de 20 ans. On se souvient encore du discours de Kabila lors de sa prestation de serment en tant que chef de l'État. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du régime Kabila? Un cauchemar. Un cauchemar. Un cauchemar, oui. Un régime qui vous a aidé à organiser 3 cycles électoraux aujourd'hui. On parle quand même de Félix Tshisekedi puisqu'il y a eu organisation des élections sous Kabila, le cadre macroéconomique sous Kabila, la situation sécuritaire était quand même assez... Moi, quand je vois le bilan de Kabila, je vois comment on a appelé ça, les 5 chantiers. Je vois la révolution de la modernité. Et derrière tout cela, je vois le refus d'organiser des élections après ce mandat. Nous lui avons accordé 2 mandats. Nous l'avions laissé tranquille pendant ces 2 mandats. Mais malheureusement, au bout du compte, il a refusé d'organiser les élections. Et vous parlez que, vous dites que, écoutez, c'est en 2016 qu'il devrait organiser les élections. Mais il ne l'a pas fait. Il y avait un problème. Et nous avons été arrêtés pour ça. Déjà en 2015, nous avions senti qu'il planifiait le glissement et nous étions opposés. Et j'ai fait 18 mois de prison, c'est-à-dire 1 année et demie de ma vie qu'il a arraché comme ça. Et ce n'était pas une prison de tout repos, avec menace d'exécution. Sur les 18 mois, 5 mois, j'étais hospitalisé, luttant entre la vie et la mort. Et quand vous me demandez ce que je garde, moi je dis je garde un cauchemar. Oui. Le régime Kabila ne vous a jamais fait du bien? En tout cas, je ne vois aucun bien. Mais pour la nation congolaise? Citez-moi un. Citez-moi un. Moi, les stigmates que je porte sont les stigmates de la torture. Et quand je me projette dans cette période, je vois des amis qui ont été fauchés. Je vois Floribert Chebeya, je vois Fidel Bazana, je vois Rossi Mukendi, je vois Thérèse Kapangala, je vois... c'est la police qui avait... il y a eu des balles qui sont sorties comme ça, c'est pas Kabila qui tuait tout ce monde-là. Et Armand Tungulu, où est-ce qu'il est? Même sa dépouille, même sa tombe, elle n'est jamais connue. On n'a pas vu Kabila armé exécuter ces gens-là. Vous l'accusez de tort. C'était son système. Il a mis en place un système. Vous savez, hein, parce que nous avons commencé à lutter, on était encore trop jeunes contre le régime Mobutu. Mobutu, nous sommes opposés à lui parce qu'il avait privatisé d'abord l'État. Je vous ai décrit ici l'État, c'est moi, c'est un bien commun. Il l'avait privatisé. Vous savez qu'il a appelé un père parti État. Ça dit quand vous êtes membre du impère, donc l'État faisait partie du impère, où l'État faisait corps avec le impère. Et si vous ne raisonnez pas comme lui, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes quelqu'un qui doit disparaître. C'était ça le régime Mobutu. Et Mobutu parti, bon, Kabila père est arrivé, mais il a eu beaucoup d'hésitation quant à appliquer la démocratie telle qu'il s'est donnée. Une note positive est qu'il a voulu redonner la grandeur au Congo. Ça, je retiens. Kabila le père. Mais quand Kabila vient, il change carrément de direction. Il a récupéré tous les Mobutistes. Il s'est entouré d'eux. Et il a continué le travail de privatisation de l'État, mais de manière astucieuse. Et c'est pourquoi nous sommes opposés énergiquement. Énergiquement. Et en fin de compte, il ne voulait plus organiser les élections. Il ne se voyait pas pressé. Et s'il était resté en fonction, je crois que le Congo n'existerait pas dans sa configuration actuelle. C'était grave.
Vous l'accusez cependant, sa femme, la première dame, l'ex-première dame, Madame Olive Lembe Kabila, l'a dit clairement pour dire qu'il fallait encore que son mari reste encore au pouvoir au lieu de vivre ce que la population est en train de vivre aujourd'hui, c'est du calvaire. Moi, j'ai une femme à la maison, mais je ne discute pas sur les occupations d'une femme. Elle n'a rien à voir avec la politique. Encore moins l'État. Et je ne peux pas mettre un jugement sur ça. Nous allons parler sur le bilan de Félix Antoine Tshisekedi. Jour pour jour, ça fait 4 ans que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Vous avez été présent lors de la prestation des serments. Vous avez quand même vécu l'événement. C'était quoi votre premier sentiment en voyant Félix Tshisekedi prêter serment comme président de la République? Mon premier sentiment, pas le jour de la prestation du pouvoir, mon premier sentiment, c'est d'avoir réussi. Parce que nous avons commencé ce combat depuis Mobutu, je vous l'ai dit. Nous sommes passés par Kabila père et Kabila fils. À un certain moment, du fond de ma cellule, il y a le désespoir qui m'habitait. Et j'avais cette lueur-là de me dire, bon, peut-être dans quelques instants, je vais partir, mais sans voir la victoire pour laquelle j'étais en train de sacrifier ma vie. Mais ce jour-là, j'ai vu un frère, un combattant, un ami, accéder à la magistrature suprême. C'était très important pour nous qui avons lutté. C'était très important. Mais nous savions que ça ne serait pas difficile, et ça ne serait pas facile. Là, j'en reviens à la cérémonie même de prestation de serment. Parce que j'étais bien sûr invité, mais j'ai vu que tous ceux qui étaient issus de l'opposition, nous avons mis, c'est comme au stade, hein, on vous met au pourtour là-bas et plus loin encore. Et on a vu ceux qui étaient positionnés. Donc on voulait donner l'image que c'est les kabylistes qui continueraient à gérer. Moi, ça m'avait déplu, je dois le dire clairement. Mais je savais que l'homme qui était là, il portait... Bon, je ne veux pas m'étendre encore là-dessus, mais je me suis dit, celui qui était là nous intéressait et c'était notre seule préoccupation. Et il y a eu prestation de serment. Immédiatement après, on a vu qu'il devrait composer avec ces gens à travers la coalition FCC Cash. Mais il fallait lui apporter de garde-fous. C'est ainsi que la société civile de RDC est descendue sur terrain auprès du souverain primaire pour éveiller sa conscience. Lui demander de prendre position en disant que pas question au gouvernement ni aux institutions des personnalités ou des personnes qui sont entachées de violations des droits humains, qui sont accusées de crimes économiques. Et nous avons fait cette pétition avec courage et le peuple s'est accordé avec ça. Il y a eu beaucoup de signatures et nous étions obligés, cet exercice, d'aller déposer ces signatures. Donc, à son cabinet, il avait délégué son directeur de cabinet à l'époque, qui avait reçu ça de main propre. Et ça lui a permis d'éviter certaines têtes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient positionnés pour pérenniser le système Kabila. Alors, après cette étape, il y a eu les pesanteurs de la coalition FCC Cash encore. On a vu, chaque fois, on nous disait, voilà, il y a des réunions qui se tenaient, un collège là, qui allait voir Kabila, qui recueillait ses avis et considérations, et puis qui allait voir le président de la République. Tout ça avait choqué le peuple, au plus haut point, nous, société civile, et nous demandions qui gérait le pays à ce moment-là. Et il fallait donner l'impérium au président de la République. Et nous avons sollicité encore l'adhésion du peuple souverain. Une pétition qui a recueilli plus de 100 000 signatures. Et cela avait fini par convaincre le président de la République que la base
voyait cela d'un mauvais œil. C'est ainsi qu'il y a eu le discours de 6 minutes. Et par la suite, la fin de la coalition FCC-Cash. C'est alors qu'il s'est en quelque sorte libéré. Il y a toutes ces pesanteurs-là. Laissez-moi quand même poser cette question. Et même le bilan emporte des stimates. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu tort d'organiser toutes ces pétitions-là, puisque Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections selon certaines personnes. Bon, quand on voit les discours de Martin Fayoulou, Lamouka, Moïse Katumbi à l'époque, voire même Jean-Pierre Bemba, Katumbi, Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. S'il est arrivé au pouvoir, c'était grâce à l'accord FCC-Cash. Non. Est-ce que vous voyez? Non, je vous dis tout de suite, je vous arrête là. Soyons sérieux. Moi, Martin, il fut un ami. Hein. On a composé ensemble. Il est toujours votre ami. Oui, écoutez, c'est toujours un ami, bien qu'on ne se fréquente plus. Mais il connaît comment je pense. Il connaît ma liberté d'esprit. Lui-même est convaincu qu'il ne pouvait pas gagner des élections. Comment ça? Pourquoi? Parce que son mot d'ordre d'abord. Il avait dit, dans un premier temps, qu'il ne fallait pas voter. Il fallait boycotter parce qu'il y avait la machine. Vrai ou faux? Vous étiez à Kinshasa, non? Vous vous rappelez de ça? Il avait dit qu'il ne faut pas voter. Et arrivé à 2 jours, il dit non, les stylos là posent problème et tout ça. Et puis, bon, le mode d'ordre comme ça pour le vote, et je ne l'ai pas senti chez lui. Encore moins l'organisation des témoins et tout ça. Je ne l'ai pas senti. Bon, il a prétendu qu'il y avait des observateurs de l'Église catholique. Mais lorsque nous regardons les accréditations d'observateurs de l'Église catholique, moi je suis catholique pratiquant. Et je peux dire, mais sur le cœur, en toute sincérité, qu'il n'avait pas organisé pour qu'il gagne. Et il aurait gagné comment? Il aurait gagné comment? Et moi-même, quand nous sommes vus après la proclamation de Félix, je suis allé le voir. Je lui ai posé aussi cette question. Qu'il me montre quand même matériellement, techniquement, comment il va avoir gagné. Vous étiez face à Fayoul? Face à Fayoul, oui. J'étais face à face avec lui. Et je me rappelle qu'à l'époque, le doyen Lumbi, Pierre Lumbi, oui, est venu me faire des remontrances. Je lui ai dit non, laisse-nous parce que si je parle à un ami, je voudrais être sincère avec. On a commencé d'abord par l'étape de Genève. Je parle devant la télé, Martin me suit. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé à Genève? Expliquez-moi un peu. Bon, il s'est mis à m'expliquer. Il est arrivé à un moment où il était un peu bloqué. Parce que je lui ai demandé, est-ce que vous aviez échangé avec Félix avant? Il a dit oui. Et maintenant, est-ce que vous avez fait ce que vous étiez convenu? Bon, il a poussé un ouf et puis il m'a dit, bon écoutez... Qu'est-ce que c'est ça convenu? Peut-être que vous avez... vous êtes... C'était un gentleman agreement. C'est-à-dire? Ce sont des amis qui se sont retrouvés. Ils ont dit, voilà, nous allons procéder à la désignation de celui qui va porter nos intérêts. Et malheureusement, ce qui s'était dit, voilà, toi tu votes pour moi, moi je vote pour toi. Mais l'autre arrive là-bas, il ne le fait pas. Il fait autre chose. Et ça, Martin m'a avoué qu'il n'avait pas voté pour Félix. Et je lui ai demandé, maintenant avec ça, entre gentlemen, vous pensez qu'un jour Félix peut vous faire confiance? Ça, c'est entre nous. Entre nous. Et en fin de compte, je lui ai dit, voilà, vous priez dans une même église. Nanga prie dans cette même église. Ok? Allez devant votre pasteur, qu'il appelle Nanga. Que Nanga lui dise devant Dieu qui a gagné les élections. Parce que vous êtes tous membres d'une même assemblée. C'était ça la meilleure résolution pour vous? Ce sont des amis. Après, tous sont des frères. Ils priaient dans une même assemblée. Au-delà de tout le reste, il fallait quand même les amener à parler à Dieu, à se retrouver devant Dieu. Et je suis sûr que cet exercice a été fait parce que j'ai vu dans une assemblée, après que les pasteurs aient écouté, je crois bien qu'ils avaient écouté Nanga, après qu'ils aient écouté Martin, qu'ils aient écouté Félix, le frère Félix, j'ai vu qu'ils ont imposé les mains sur Félix. Dans une assemblée où Martin était présent.
Je ne l'ai pas vu respecter. Je ne l'ai pas vu respecter dans cette assemblée. Moi, je suis croyant, j'ai la foi. Maintenant, nous basons d'abord sur la foi. Parce que rien ne dépasse Dieu. Dans cette assemblée, je n'ai pas vu Martin s'élever pour dire non, pasteur, vous êtes en train de faire une erreur. Nanga, qui est membre de l'église, vous a dit que c'est moi le gagnant. Et maintenant, vous faites autre chose. Je ne l'ai pas vu. Il était dans cette assemblée. Bon. Je crois avoir répondu à votre question. C'est déjà passé. Alors aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir, il a fait 1001 promesses. Il y a ceux qui pensent même qu'il a fait des millions de promesses sans réaliser même une promesse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il était d'abord préparé à diriger un pays comme la République démocratique? Vous me faites rire. C'était comme sans réaliser. Bon, moi, je peux d'abord vous dire que il y a eu 3 temps forts que vous avez décrits ici. Sa prestation de serment, la fin, le premier gouvernement avec Ilokamba, dont vous connaissez sa configuration et ce que ça a donné. C'était un gouvernement étouffoir. Tout était fait pour étouffer. Ok. L'objectif était qu'on montre à la face du monde que c'était un incapable. Heureusement, il a réussi à se dépatouiller. Il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et nous, en demandant la coalition FSC-Cash, nous avons mis les députés sous pression. Parce que nous demandions au président de la République de dissoudre cette Assemblée nationale. Parce qu'elle n'incarnait plus la volonté du peuple. Il fallait la dissoudre. Eux-mêmes, voyant cette pression, reconnaissant aussi cela, ils ont tous basculé vers l'Union sacrée, qui était notre invention. Une violation de la Constitution? Ce n'est pas une violation de la Constitution. On ne cherche pas la majorité en plein mandat. Qu'est-ce qui défend? Donnez-moi l'article qui défend cela. Nous avons vu. Il n'y en a pas. Voilà. Et ils sont tous allés vers l'Union sacrée. Ça, c'était la pression populaire. Parce qu'ils se sont dit, si il dissout, hein, nous allons nous retrouver encore face à face avec ce peuple, qui va nous sanctionner. Et sachant ce qu'il y avait, tous ils sont allés de l'autre côté. Ça, c'est un deuxième temps. Et il y a eu alors un gouvernement, celui de Samadou Condé qui est là aujourd'hui. Oui, il travaille. Il travaille et nous ne pouvons pas dire que dans chaque œuvre humaine, il y a toujours des petites faiblesses. Et ces faiblesses, il y en a. Mais comparativement à la privatisation de l'État, tout d'abord, parce que l'État, c'est vraiment le bien le plus cher qui nous revient. De la période de Mobutu. La privatisation de l'État de Kabila. Parce que quand nous l'avions dit que l'État est en train d'être privatisé, d'aucuns nous ont pris pour des méchants. Mais c'est aujourd'hui que chaque jour qui passe, il y a des scandales qui éclatent. On nous dit, voilà, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais la gestion de Kabila a été mise à nu à travers les réalisations de Félix. C'est d'abord ça, sa première réussite. Nous avons un budget quadruplé aujourd'hui. Le budget. Il était à combien quand Kabila était là? Il est quadruplé aujourd'hui. Nous vivons dans cette ville de Kinshasa. Rien que des simples travaux ici. Nous avons vu quand Kabila est passé lors du septennat du quinquennat avec les 5 chantiers, il avait arboré des tableaux un peu partout ici, parlant de l'émergence, avec sourire aux lèvres. Nous attendions qu'après 5 ans, on serait un pays émergent. Et moi, d'entrée de jeu, je me disais, je crois qu'il ne comprend pas ce que c'est émergence. Et le temps finit par me donner raison. Mais aujourd'hui, quelle est ça, c'est une promesse de taille. On vous dit, vous serez émergent. Oui, les promesses relèvent de la grandeur de l'âme et du cœur. Quand quelqu'un promet, c'est-à-dire il veut que ça soit comme ça. Mais s'il trouve des difficultés au niveau de la réalisation, c'est-à-dire les techniciens qui doivent l'accompagner dans cette tâche pour que ça s'accomplisse. Bon, malheureusement, ils accusent des faiblesses. À qui la faute? À qui la faute?
Félix Tshisekedi. Non, mais il y a des joueurs aussi. Mais c'est lui qui sélectionne. Ce n'est pas quand on positionne un joueur pour aller tirer un penalty. Il tire à côté, la faute incombe à l'entraîneur. Sûr, hein, du tireur. Pourquoi? Normalement. Parce qu'il a choisi celui qui a cru être un bon tireur. Monsieur Christopher, est-ce que vous avez le temps de circuler dans la ville province de Kinshasa ou dans le Congo profond? Oui, je circule. Ok. Oui. Vous voyez la souffrance qu'endure la population aujourd'hui? Oui, là je vous dis que je ne vais pas dire que le peuple ne souffre pas. Nous souffrons beaucoup. Et ceux qui pensent nous souffrons beaucoup. Nous souffrons. Non, on ne pouvait pas rester avec Kabila parce qu'on était vendus. Nous étions vendus. Vous vous rendez compte? Hein? Le Rwanda avait infiltré le pays partout. Citez-moi une institution qui n'était pas infiltrée. Citez-moi. L'armée, n'en parlons pas. Aujourd'hui, moi je vous dis qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire face au Rwanda. Bon, pas aujourd'hui, mais hier, on ne pouvait pas faire face au Rwanda ni hausser le ton, ouvrir la bouche contre le Rwanda. Qui a déjà osé? Qui a déjà osé? On prenait Kagame pour un demi-dieu. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut lui pointer le doigt. C'est un courage politique exceptionnel. Vous citez Kagame, mais vous êtes incapable de combattre le M23. On cite Kagame, on le pointe du doigt, et aujourd'hui, il est établi que le M23, c'est l'armée rwandaise. Et qui nous avait infiltrés à travers quoi? À Maniléo, Kimia 1, Kimia 2 et tout ça. C'était ça, l'exercice de brassage. Et le pays était parti. Aujourd'hui, si on était resté dans cette ligne, dans cette lancée-là, mais on ne parlerait plus. Moi et toi, on arrête maintenant les Rwandais dans des caniveaux, dans la ville de Kinshasa ici. À Kwamout ici, n'en parlons pas. On a aussi arrêté les Rwandais à Kwamout. Mais monsieur. Vous confirmez l'information? Puisque nous, on a entendu citer les Congolais, hein, Tekeyaka, c'était ça le conflit. Tekeyaka, mais il y a des infiltrés, si vous n'êtes pas au courant. Dans la ville ici, vous ne savez pas qu'on a arrêté des Rwandais dans des caniveaux? Oui, nous avons entendu. Alors, vous n'en êtes pas sûr? Alors, je vais vous dire que le bilan d'abord, c'est au plan de l'existence d'abord le Delta. Le Congo n'allait plus exister, avait cessé d'exister. Je vous dis que Mobutu l'avait privatisé. Ok, mais tout en restant un bien privé. C'était devenu un bien privé. Oui. Du impère. C'était un bien privé du impère. Bien que le pays était en paix, mais nous étions dans une prison à ciel ouvert. Où la démocratie n'avait pas droit de citer. Et Kabila? Kabila est venu, il a empiré, c'est-à-dire il a pris les mêmes Mobutu là, bien que nous étions debout. Il ne pouvait pas dire que voilà, le PPRD devenait parti-État, ça il ne pouvait plus oser. Mais il a fait semblant d'évoluer dans le sens de poil, mais tout en hypothéquant tout, astucieusement. Astucieusement. Et le régime Tshisekedi? Le régime Tshisekedi est en train de faire renaître l'État congolais de ses cendres. Il est en train de faire renaître. Vous ne comprenez pas pourquoi les Congolais ils comprennent. Ils ne sont plus naïfs. Ils ne sont plus réceptifs à certains discours qui incitateurs à la révolte, à ceci. Le Congolais aujourd'hui, il souffre. Nous tous nous souffrons. Les Congolais souffrent. Mais il s'est dit, je peux dormir affamé, mais tout en étant sûr que le Congo nous appartient. Tout en étant sûr que les choses sont en train d'évoluer dans la bonne direction. Avec des arrestations. Mais avant, nous souffrions, tout en voyant, nous étions allés devant un ravin. Avec des arrestations, avec des cas de corruption, des détournements de millions. Et vous pensez que les Congolais sont fiers de ça? Je vous dis qu'aujourd'hui au moins, ceux qui détournent, on en entend parler, on met la main sur eux, ils vont aussi en prison. Et pour faire 2 jours. Mais du temps de Kabila, c'est c'est lui qui détournait là. Si vous vous levez pour dire tel a détourné, c'est vous qu'on arrête. Et vous vous retrouvez en prison. Et là, on vous dit, on va vous tuer. Vous êtes moins sérieux.
Mais aujourd'hui, ceux qui sont arrêtés, 2 jours après... Ça, c'est le problème de la justice, parce qu'il y a quand même séparation des pouvoirs. Il ne faudrait pas que le président quitte son institution pour entrer dans une autre institution et commencer à dire le droit, Le magistrat suprême. à dispenser. Oui. Il est magistrat suprême, c'est-à-dire il supervise tout, bien sûr. Tout est fait en son nom et au nom du peuple aussi. Mais il l'a dit plus d'une fois qu'il a des faiblesses au niveau de la justice. Et moi, je ne veux pas essayer de protéger la justice. Parce que quelqu'un qu'on arrête, il se retrouve devant ces juges, les magistrats et tout ça qui mènent les investigations et tout ça. Après, ils vous disent que, en tout cas, nous avons vérifié. Les faits ne sont pas avérés, comme on nous dit, on évoque beaucoup de termes de droit là. Et puis, paf, le monsieur est dehors. Liberté provisoire. Oui. Et nous crions, nous dénonçons. Mais les magistrats, des fois, ils s'énervent. Pourquoi vous dites ça? Parce que nous avons suivi les droits et tout et tout. Voilà. Mais c'est encore un chantier. C'est encore un chantier. Et personne ne soutient ça. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous allons décréter, où on se lève un matin, on dit, bon, on met de côté tous les magistrats, on va les remplacer par qui? C'est un problème de prise de conscience. Il faudrait que la crème qui évolue dans la justice comprenne que la justice doit rester en phase avec les aspirations du peuple. C'est alors que nous allons... Et ça, ce travail incombe à chaque Congolais. Ce n'est pas un travail qui incombe au président de la République, lui seul. Et nous en tirons une responsabilité. Parce que parmi nous, là, il y a des corrupteurs. La parcelle ne vous appartient pas. Mais vous vous levez un matin, vous vous organisez, vous dites, bon, je vais truander cette parcelle. Et vous allez voir, parce que le magistrat, c'est votre ami, ou bien vous avez des accointances et tout ça, ou bien vous lui apportez un paquet. Et lui aussi, inconscient, il prend. Vous savez, dans le droit, il y a tout. Hein. Il va trouver des astuces pour habiller la chose et puis attribuer l'avantage. Et on accuse pro l'entourage du chef de l'État dans ce genre de cas. En quoi? Le président avait dit aux magistrats, moi j'avais suivi ça. Si vous voyez quelqu'un venir vous dire que orienter tel dossier dans telle direction parce que le président est derrière, arrêtez-le. Il avait dit aux magistrats. Combien de personnes les magistrats ont-ils déjà arrêté? L'entourage du chef de l'État. Et même quand le président dit, à l'occasion de son discours devant le Congrès, il dénonce, il regrette qu'il y ait beaucoup de compliance dans la magistrature. Il l'a dit. Il faut qu'il le dise comment. C'est-à-dire, nous, Congolais, chacun dans la parcelle de ses responsabilités, doit comprendre que nous avons une nation. Nous avons un pays à redresser. Doit comprendre que le peuple ici souffre du fait de l'injustice. Le peuple souffre du fait de détournement. Parce que, bon, détourner, vous voyez même des gens, il a déjà l'argent. Mais il voit l'argent passer, il prend, il veut amasser. Il ignore que tel que vous êtes là, quelle que soit votre taille, vous ne pouvez dormir, ou bien votre corps n'impacte que 2 mètres carrés. C'est-à-dire quand vous l'allongez pour vous détendre, ronfler, rêver, c'est sur pratiquement 2 mètres carrés que vous dormez. Même si vous avez tout un immeuble, le soir vous allez vous retrouver dans un coin. Même si vous avez un grand lit avec un grand matelas, c'est seulement sur 2 mètres carrés que votre corps va se reposer. Et quand vous terminez votre pèlerinage ici sur Terre, c'est presque la boîte de cette même dimension, 2 mètres cubes, on va vous accompagner avec. Alors, nous, Congolais, nous devions prendre conscience. Et cet élan-là, quand on dit le miracle allemand, c'est tous les Allemands qui s'étaient mis debout. Ce n'était pas un président allemand à l'époque qui s'était dit, bon, nous sortons d'une guerre, on a tout détruit, nous devons remettre le pays debout. Mais c'est tous les Allemands. Tout le monde a fait plus conscience que tout est détruit maintenant. Et c'est le même degré de conscience qu'on aurait pu avoir ici au Congo.
Mais malheureusement, nous avons une gouvernance qui est axée sur les partis politiques. Et là, je regrette encore du fait qu'au Congo, il n'y a que 2 ou 3 partis politiques. En termes de partis politiques. Il y a plusieurs partis politiques. Le reste, c'est des gens qui organisent des trucs pour se retrouver. Ils ont leurs gens qu'ils envoient au gouvernement pour tirer l'argent et puis revenir vers le parti. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Et ça sont des choses qu'on dénonce. Et moi, je dis, le bilan du président Félix est très positif parce qu'il a remis le pays sur le rail. Aujourd'hui, on voit là où nous voulons aller. On peut voir au bout du compte là où nous allons arriver. Aujourd'hui, l'État n'est plus privatisé. Je ne vais pas dire que nous ne souffrons pas. Nous souffrons, chacun doit serrer sa ceinture, mais déjà avec les éléments que nous voyons qui sont perceptibles, on peut espérer. Et là, je voudrais encore dire ceci. Il nous reste peu de temps. Oui, méfions-nous des vendeurs de rêves. Parce que dans ce pays, il y a eu 3 grandes écoles. L'école de Mobutu, l'école de Kabila, l'école de Tshisekedi. Des promesses. L'école de Mobutu, nous savons ce qu'ils ont fait jusque-là. Et celle de Kabila, également nous avons vu. Celle de Tshisekedi est à l'œuvre. Avec des promesses. Oui, qui relève la grandeur de l'âme et du cœur. Parce qu'on veut faire. Parlons un peu de la mais maintenant, à l'Est, s'il vous plaît. Chaque fois que quelqu'un se présente de vous, essayez de voir il est de quelle école. Voyez le bilan de cette école-là. Vous serez bien orienté pour opérer votre choix. Sur la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons vu, il y a un avion de guerre de la République démocratique du Congo qui a failli être bombardé par le Rwanda. Aujourd'hui, la situation sécuritaire reste compliquée à l'Est de la République démocratique du Congo. Le régime Tshisekedi est incapable de déstabiliser la partie Est, de protéger la population. Vous soutenez ce régime. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle serait pour vous la meilleure solution? Dialoguer avec le Rwanda, l'Ouganda et les autres pays? Non. Où il faut aller en guerre? On ne peut pas, nous devons aller en guerre. Là, je suis direct. Je voudrais dire que la guerre à l'Est, c'était comme un monstre à 1000 têtes. On ne savait pas la circonscrire. Maîtriser les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, tout est clair. C'est aujourd'hui, même maintenant là, on n'est pas encore parvenu. Il a fallu du temps pour découvrir que les M23 là, c'est le Rwanda. Il a fallu du temps pour découvrir que le Rwanda, ce qu'il vise, ce n'est pas seulement l'Est, mais c'est tout le pays. Parce que les Rwandais sont à Brazzaville ici, ils sont en train de... Alors, il a fallu du temps pour découvrir que nous sommes infiltrés jusque à la moelle épinière. Et pour extirper ce mal-là, mais ça demande beaucoup. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui, dans l'exercice qu'il avait de sa mission, de recouvrer l'intégrité du territoire national, il est allé dans tous les sens. C'est alors qu'on découvre. Mais si on avait continué sur la lancée qui était l'approche du régime précédent, où l'on avait, on donne tout, mais on couvre, on dit la paix est revenue. Mais entre-temps, on voit du nord, on boit du nord, on ne voit plus rien. Alors, moi je crois qu'on serait perdu. Aujourd'hui au moins, on sait ce que les Rwandais cherchent. On sait ce qu'ils font avec les M23. On sait voir maintenant que même l'Ouganda, et on le dit. On le dit. Ça, c'est un grand avantage et c'est un grand pas dans la résolution définitive de la crise. Donc vous pensez que la RDC sera capable de vaincre Nous allons vaincre, parce que le Rwanda, c'est un petit pays. Aujourd'hui, moi, je propose, et ça, c'est l'idée de la grande majorité des Congolais. Nous pensons que nous devons découdre avec le Rwanda. C'est un petit pays avec un petit peuple et puis pauvre. Cela veut dire quoi? Comme ils veulent prendre Goma, ok? Le jour où ils mettront leurs pieds sur Goma, les Congo, nous allons déferler sur le Rwanda. Parce que du point de vue superficie, c'est comme une province de la RDC. Nous allons prendre ça, nous allons habiter aussi là-bas. Et seront en errance. C'est-à-dire le Rwanda, parce qu'on parle d'une guerre.
Le premier élément, c'est le territoire. La superficie. OK? Quand vous vous battez avec quelqu'un qui a une grande superficie, c'est-à-dire pouvoir atteindre des objectifs distincts, les objectifs distincts, mais vous ne serez pas en mesure d'occuper drastiquement tous les territoires. Mais nous, en peu de temps, on peut occuper drastiquement tous les petits territoires là. Et puis, et s'asseoir leur président et toute leur population, ils se trouvent en errance. Alors, c'est pour dire, ne jouez pas avec le feu. Aujourd'hui, notre armée est en train de monter en puissance. En train de monter en puissance. Et aujourd'hui, le Rwanda est asphyxié parce qu'ils n'ont plus accès aux minéraux qu'ils étaient en train d'écumer. Aujourd'hui, l'armée n'est plus payée. L'université est fermée au Rwanda. On leur a promis de rentrer, de rouvrir. Ils ont promis de rouvrir au mois de septembre. Donc, ils n'ont plus d'argent pour payer les étudiants parce qu'ils payaient, leurs étudiants étaient payés, les professeurs gracieusement payés. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Le Rwanda, Kagame n'arrive plus à payer les militaires. Et même les équipements militaires vont suivre. Nous sommes en train de l'asphyxier. Et c'est pourquoi il s'est retrouvé au Qatar là-bas, pour demander que le Qatar puisse... Là où on a dit niet. Niet. Donc vous ne voulez même plus le dialogue? Dialogue avec un assassin? Avec des terroristes? Alors ensuite, avec cette question, processus électoral en RDC, les élections présidentielles législatives sont annoncées pour le mois de décembre 2023. Félix Tshisekedi a plusieurs challengers qui se sont déjà déclarés. Moïse Katumbi s'est déjà déclaré candidat président. Delis Sesanga l'a fait hier, il est candidat président. Martin Fayoulou, pensez-vous que Félix Tshisekedi pourrait être réélu en 2023? Sans me gêner, oui. Pourquoi je vous ai parlé d'école ici? Ok? Prenez chaque candidat, vous le placez chacun dans son école. Vous comprenez que Katumbi, il vient de l'école kabiliste. C'est un kabiliste. Et on connaît ce que le kabilisme a produit sur le pays. Vous prenez Fayoulou, il se réclame des kiségédistes, mais sans conviction. Et alors que le meilleur kiségédiste, c'est lui qui est là au pouvoir aujourd'hui. Les Mobutistes, oui. Et il y en a aussi, il y a des candidats qui sont en liste, mais issus de cette école-là. Et ça a eu une confrontation d'école. Et il est kabiliste. S'il n'est pas kabiliste, il est moboutiste. Moi, j'ai connu, c'est Sangapère, moboutiste. Et le fils arrive, je l'ai vu en errance, tantôt c'est des Goma, tantôt avec la tenue militaire et tout ça. Donc, il nage entre l'école kabiliste et l'école moboutiste. Donc vous pensez que Félix Tshisekedi sera réélu en 2023? Sans problème. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot de la fin, M. Christopher Ngoyi. Un mot de la fin, c'est de dire aux Congolais. Pour ce numéro d'émission. Oui. Nous sommes à un tournant décisif. Il faudrait beaucoup de lucidité. Il y a beaucoup d'agitation sur le plan politique. J'aimerais dire d'abord aux partis politiques, ce n'est pas le moment d'instaurer un climat de méfiance ni de tensions inutiles. La question de la nationalité sera traitée le moment venu. C'est-à-dire, c'est la CENI qui va d'abord enregistrer les candidatures. Toutes. Et les analyser, les passer au peigne fin. Étudier qui est éligible à partir des dossiers qu'ils vont présenter. Et ça sera sans complaisance. Par rapport aux prescrits de notre Constitution. Et il y a la Cour suprême qui pourra se prononcer là-dessus. En dehors de ces deux-là, évitons au pays toutes sortes de commérages, de tensions inutiles et tout ça, ce n'est pas encore le moment. Ok. Chacun qui a son projet, qui vient le défendre. Mais retenez qu'il y a 3 écoles, 3 grandes écoles. Jugez les candidats, classez-les dans ces 3 grandes écoles-là. Pour tout le reste, le peuple doit rester serein. Et ici, j'aimerais également
attirer l'attention du peuple souverain. Le désavantage que les indépendants avaient de par la loi électorale qui disposait que les partis politiques pouvaient se présenter sur des listes et qu'un indépendant devait voir ses voix confrontées aux voix de toute une liste. Cela est tombé, il y a eu ce changement. Il y a un grand changement. Et c'est un grand avantage pour les personnalités qui ne sont pas dans des partis politiques, qui peuvent aussi se présenter comme indépendants. Pourquoi? Parce que les voix de chaque compétiteur, que vous soyez dans une liste ou pas, seront confrontées. Merci beaucoup à vous, M. Christopher Ngoï, d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes coordinateur de la société civile coordinateur général de la société civile en République démocratique du Congo. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est bien à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons une bonne suite du programme sur Congo France Télévision.